Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Marche-Branche, le nouveau jeu de rôle de Thomas Munier. L'histoire de Thomas Munier commence comme toutes ses histoires, j'ai envie de dire, avec une forêt. Quand il était petit, il vivait dans les Vosges, soit l'une des régions les plus boisées de France. Très tôt, c'est un décor qui accompagne son imagination parce qu'il vit à la lisière d'une forêt. Et lui, il la trouve mystérieuse cette forêt, elle le fascine. Dès son plus jeune âge, c'est un garçon qui aime créer. Il passe des heures à inventer tout un tas de jeux sous diverses formes. Sa boîte crânienne, c'est un petit peu comme un coffre à jouets un petit peu étrange dans lequel on pouvait retrouver aussi bien des jeux de plateau que des labyrinthes ou même des jeux de rôle puisqu'il écrivait des scénarios, on va le voir un peu plus tard. On associe souvent le nom de Thomas Munier à des pratiques ludiques plus ou moins expérimentales. Mais il faut savoir que ces racines ludiques là, elles sont tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On pourrait même dire old school, parce qu'il les puise, ou ses racines, il les puise dans HeroQuest quand il est gamin. Le petit Thomas grandit. Bon, il découvre Donjons et Dragons, mais c'est pas trop sa came. Par contre, il devient un gros fan de l'appel de Cthulhu en classe prépa. Petite parenthèse au passage, ses études, eh bien, il les fait en biologie. C'est-à-dire que le vivant, le monde du vivant, c'est vraiment quelque chose qui l'habite, toute cette thématique de la forêt, de l'organique et tout ça. Donc, bref, pour revenir à nos moutons, il joue à l'appel de Cthulhu, puis là, grosse révélation, là, il est bien attiré par tout ce qui est mythologie bien sombre à la Lovecraft. Un jour, Thomas Munier fait un cauchemar dans lequel le monde est recouvert d'une forêt très dérangeante. Et dans cette forêt, il y croisait des personnages un petit peu semblables à ceux que l'on peut croiser dans les tableaux de Goya, des marginaux, des gueux pour reprendre ses propres mots. Et ce qui va se passer, c'est que, un peu comme avec Mary Shelley, eh bien, de son cauchemar va naître une créature qui va lui échapper. Mary Shelley, c'était la créature de Frankenstein. Eh bien, Thomas, lui, il va laisser s'échapper de son crâne cette végétation qui ne va cesser de croître. Pour que vous visualisiez bien de quoi on parle, on va parler de son œuvre comme d'un grand arbre avec un tronc commun, celui de Milvaux, un univers post-apo très sombre et punk dans lequel les joueurs jouent des survivants dont la mémoire s'efface au bout de 3 ans, tandis que le monde se laisse dévorer par des horreurs Lovecraftiennes. Et cette forêt qui envahit tout, bien sûr. Et ce tronc de Milvaux, il a plusieurs ramifications. On a Arbre, mais aussi Inflorenza, l'une de ses œuvres les plus connues qui se décline en des dizaines et des dizaines de versions différentes, comme si cette forêt étrange finalement, elle continuait d'envahir chaque recoin de l'imagination de Thomas. Et puis, il y a eu aussi Odyssea, dans lequel le mythe de l'Odyssée était revisité dans une mer envahie par une forêt un petit peu inquiétante encore une fois. Et puis, le dernier bébé à paraître, mais qui est quand même en développement depuis environ 8 ans, c'est Marche-Branche, actuellement en précommande, une version plus lumineuse de l'univers de Milvaux. Pour moi, Marche-Branche, c'est le jeu de l'héritage. L'héritage des vieilles pratiques ludiques du petit Thomas, puisqu'on s'inscrit dans le genre de l'OSR selon lui, parce qu'on y retrouve des genres de classes et de caracs, mais on y reviendra un peu plus tard quand on expliquera un petit peu le système de jeu. On peut noter aussi que ce jeu, contrairement au précédent, n'est pas diffusé en auto-édition, mais par Dystopia qui nous avait déjà offert Bois dormant ou encore La clé des nuages. Donc clairement, Dystopia, on voit bien qu'on est sur une ligne éditoriale avec des jeux français à l'identité très singulière, avec des propos souvent poétiques et un propos sous-jacent très fort. Autre nouveauté, cette fois-ci, Thomas Munier est accompagné d'Evelyne Moreau, dont les illustrations sont absolument sublimes, avec un côté très naïf qui apporte beaucoup de charme au jeu. Alors, dans Marche-Branche, on va où? On fait quoi, pour citer un grand artiste? Eh bien, on y incarne des marche-branches, des personnages amnésiques qui errent dans la forêt comme ça, en quête de leurs souvenirs et de leur pays natal. Il y a une dimension vraiment très poétique qui peut rappeler par certains aspects Miyazaki, avec des joueurs qu'on peut personnaliser avec des traits d'animaux par exemple. Le thème du voyage initiatique est également très présent et les créatures qui peuplent ce monde sont à la fois merveilleuses et teintées de mélancolie. Le côté Miyazaki, on le retrouve aussi dans les illustrations d'Evelyne Moreau, avec ses illustrations qui font
une très belle part à la nature, et puis encore une fois, ce côté naïf avec des personnages un petit peu loufoques. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces personnages à part qu'ils sont amnésiques ? Eh bien, vos personnages, ils vont se définir par ce qu'on appelle dans le jeu des qualités. De qualité. Donc, on a force, cœur, âme, esprit, et en gros, ça correspond aux 4 grandes caractéristiques présentes dans la plupart des JDR, hein. Ça va représenter en gros la force, l'intelligence, la sagesse. Et puis on va voir aussi ce qu'on appelle la vocation. Et la vocation, c'est un petit peu ce qui s'apparente en gros à une classe de personnages dans Marche-Branche, hein. On va avoir des vocations comme le voyage, le spectacle, la magie ou encore l'artisanat. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on peut aussi choisir un handicap pour son personnage et le genre possède une table également. Vous pouvez vous définir comme masculin, féminin, mystérieux, bref. Pourquoi c'est intéressant de parler de genre, de handicap et de toutes ces choses ici maintenant ? Eh bien parce que la thématique principale finalement de Marche-Branche, ça va être la quête d'identité, vous l'aurez compris, entre vos souvenirs, votre nature. Ici, le handicap n'est pas juste quelque chose d'esthétique, c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans la mécanique puisqu'on peut défier son handicap dans certaines situations. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la question de l'identité et de la mémoire, ce sont des leitmotifs chez Thomas Munier tout autant que sa forêt mythique. Ils sont tantôt l'objet d'une quête, tantôt l'objet d'un sacrifice. Dans Marche-Branche, on est sur une quête de soi avec du voyage initiatique typique. Le MJ, dans Marche-Branche, il est appelé Confidence. Confidence pour confidence. Et lui, il est là pour proposer donc des trames narratives. Il en propose en général 3 ou 4 qui sont censés permettre aux Marche-Branche de récupérer à l'issue de ces quêtes une carte de tarot de l'oubli qui déverrouille un souvenir chez eux. Mais attention, l'obtention d'une carte de tarot à l'issue des quêtes, ce n'est pas systématique parce qu'en fait, certaines quêtes sont des entourloupes. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui te proposent comme ça, ouais, il faudrait que tu ailles sauver mes parents parce qu'en fait, voilà, en échange, je te donne une carte du tarot de l'oubli, puis comme ça, tu te rappelleras de tes souvenirs, tu seras content et tout. Et puis, tu fais la quête pour eux, et puis quand tu reviens, ils font ah bah désolé, en fait, j'avais pas de carte de tarot, j'ai menti, voilà, j'ai menti, voilà. Alors, petite anecdote ludique, hier j'ai eu l'occasion de tester Marche-Branche aux côtés de Thomas Munier et d'autres joueurs. Et c'était marrant parce qu'il y avait un joueur qui était là, qui était vétéran, genre le mec il était niveau 5. Et en fait le mec il avait aucune carte tarot parce qu'il ne faisait que de se faire arnaquer. Et il était devenu bien salé, bien méfiant, c'était très drôle. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir la différence entre un Marche-Branche qui débutait, donc qui était vraiment naïf, et celui-là qui était vraiment très salé. On aurait dit un pot de gros sel de Guérande, vous voyez. Lui, il était là, il voulait vraiment obtenir des cartes de tarot, il en avait marre et tout, il voulait finir son parcours initiatique, enfin le commencer, parce que donc il avait perdu des cartes de tarot, de ce que j'ai compris. Bref, c'était vraiment sympa, ce décalage. Ce qui est intéressant dans la simultanéité des quêtes, en fait, c'est qu'on va devoir faire des choix. Et ne pas faire de choix, c'est déjà faire un choix en fait dans le jeu, puisque en disant non à quelqu'un ou en le faisant patienter, les situations des gens que vous êtes censé aider s'aggravent. Alors, on va être partagé entre le côté altruiste spontané du joueur de jeu de rôle, qui va avoir envie d'aider les gens parce qu'il est conditionné un petit peu « oui, vous avez besoin d'aide, je vais vous aider », et puis le côté merde, je veux avancer dans ma quête d'identité, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage, que dis-je, le pèlerinage d'un Marche-Branche, en gros, il connaît 6 grandes étapes, 6 souvenirs à obtenir, et le 6e souvenir, c'est le souvenir du pays natal. Alors, il va s'avérer que parfois certains parcours révèlent de l'amertume ou de la tristesse. Ce sera au joueur de choisir s'il conserve ces souvenirs-là ou non. La nature du souvenir obtenu dépend de la carte de tarot qu'il va recevoir de la part du donneur de quête. Et en gros, en fonction d'un lancer de dés, ça va être soit au MJ, soit au joueur de raconter le souvenir. Vaut mieux pour vous que ce soit vous qui racontiez le souvenir, parce que comme on le sait, les MJ aiment bien en mettre plein la gueule des joueurs. Quand on tombe sur une petite carte un petit peu triste, vaut mieux que ce soit pas lui qui le raconte pour vous.
Encore que je dis ça, mais le jeu passe vraiment du temps à parler de la sécurité émotionnelle. S'il y avait un truc vraiment qui vous gênait, vous êtes vraiment invité à le communiquer et à reprendre la main sur le récit si jamais il y avait quelque chose qui vous gênait véritablement. À noter que la quête des marche-branches n'est pas sans embûche, puisque un marche-branche peut être freiné dans sa quête de souvenirs si par exemple il est corrompu par ce qu'on appelle la moisissure. La moisissure, c'est la conséquence d'actions terribles que pourrait avoir commis le joueur, comme tuer un être, ou bien ne pas remplir sa part de contrat lorsqu'il accepte une quête. Alors, n'ayez crainte, vous ne vous changerez pas en un espèce de roquefort recouvert de moisissure, puisque divers dispositifs permettent de perdre ces moisissures petit à petit. Je ne vais pas développer davantage parce que quand même je rentre un petit peu dans le détail déjà de certaines choses et achetez le jeu quoi les gars au bout d'un moment. Hein. Ce qui est intéressant dans Marche-Branche aussi, c'est les dilemmes moraux, comme je le disais. Ils sont vraiment très présents dans le jeu et c'est pourquoi l'auteur parle de jeu en clair-obscur. Donc on peut avoir affaire à quelque chose de très léger comme dilemme, adaptable à des enfants, tout comme des choix beaucoup plus sombres et matures. C'est vraiment au MJ et à ses joueurs de placer le curseur sur ce qu'ils souhaitent jouer. Le système de jeu est très simple, même minimaliste on pourrait dire, puisque concernant la résolution des actions, il va s'agir de seuils de difficulté à franchir grâce à un simple D6. Et le seuil de difficulté, il va varier en fonction du nombre de joueurs impliqués dans l'action. Comment on est impliqué dans une action ? Eh bien, si on peut le justifier par un trait présent sur notre fiche de personnage, rappelez-vous notre vocation par exemple, eh bien, ça va nous permettre de justifier la manière dont on aide notre camarade, car oui, c'est un système de jeu qui est un petit peu axé l'union fait la force. Donc, plus de gens sont impliqués dans une action, plus l'action sera facilement résolue par le personnage à l'initiative de cette action. Alors, même si chaque joueur a pour but de remplir son propre parcours, parce qu'à chaque séance, tous n'obtiendront pas une carte de tarot, eh bien, on voit que le système de jeu, il est quand même axé sur la solidarité. Moi, ce que je pense de Marche-Branche, c'est que ça peut être un excellent jeu d'initiation au jeu de rôle, aussi bien côté joueur que côté MJ. Et oui, parce que à la fin du manuel, vous avez des pages et des pages de ce qu'on appelle des fiches. Et en fait, il faut voir ça comme une immense boîte à outils dans laquelle on vous fournit des kits avec déjà tout prêt, des décors, des PNJ, les cartes de tarot. Vraiment, c'est vraiment pensé pour que vous ayez tout en main et que finalement vous puissiez jouer sur le pouce comme ça, y compris avec un public plus enfantin. Alors, ce que je vais dire n'engage que moi, mais moi, mon envie profonde, c'est vraiment de jouer à ce jeu en mode optimiste. J'ai envie de voir en Marche-Branche la branche un petit peu fleurie de l'arbre parfois bien sombre de Thomas Munier. Poser des choix moraux, venir questionner l'empathie, l'identité, ce sont déjà des grandes questions angoissantes de base dans la vie. Est-ce qu'on a besoin de vraiment jouer le jeu en mode obscur de fou ? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire du jeu, et ça n'engage encore une fois que moi, c'est mes goûts à moi de Marion, c'est que j'apprécie l'esthétique du jeu déjà, j'apprécie la simplicité de la mécanique qui est astucieuse et qui est orientée entraide, et puis le thème du voyage initiatique et de la quête d'identité, elle parle forcément à tout le monde. J'aime quand les jeux parlent de thèmes universels qui puissent toucher aussi bien les petits que les grands. Finalement, ça fait partie de ces œuvres que tu appréhendes étant enfant d'une certaine manière avec une lecture d'enfant et puis qui vient te questionner plus tard véritablement en tant qu'adulte quand tu as d'autres clés de lecture et ça, je trouve ça formidable. C'est un autre point d'héritage que j'aimerais souligner, c'est que pour le coup, c'est vraiment un jeu qu'on peut transmettre à d'autres générations dès leur plus jeune âge. En tout cas, je suis touchée qu'on ait assisté à la germination de cet univers-là au fil des ans. Je pense que Thomas Munier fait partie des auteurs rôlistes français qui font qu'on a dans notre paysage ludique des propositions ludiques originales, qu'on y adhère ou non. Il faut reconnaître que son œuvre a généré de beaux élans créatifs et un engouement très inspirant parmi un certain nombre de rôlistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais un petit peu explorer les jeux de rôle what the fuck que j'ai croisés sur internet. Et puis ensuite on ira sur Sapa Inca aussi, un autre genre de forêt très présente dans cet univers. Une culture trop peu explorée dans le monde du jeu de rôle qui est celle des civilisations précolombiennes, pourtant riche en mythologie et en histoire. A très bientôt, prenez soin de vous.